Il s'est moqué de sa femme en public. Puis son père royal est intervenu et a révélé qui elle était vraiment. Les mains de Hailey tremblaient alors qu'elle se tenait au podium lors du gala du gouverneur à Boston. Son mari Max venait de la faire monter sur scène alors qu'il recevait son prix de citoyenneté d'entreprise. Devant 300 des personnes les plus puissantes de Boston, il a souri à la foule et a déclaré « Ma femme est simple, douce comme un chiot, très loyale, pas particulièrement brillante, mais loyale. » La salle a éclaté de rire. Vanessa, sa collègue à la langue bien pendue, s'est penchée vers le micro. « Eh bien, nous ne pouvons pas tous être des génies. Certaines femmes sont simplement destinées à soutenir les grands hommes dans l'ombre. » Encore plus de rire. Hailey sentait son visage brûler. Max lui a tapoté l'épaule comme si elle était une enfant. « Tu peux aller t'asseoir maintenant, chérie. » Les adultes discutent. Elle se retourna pour quitter la scène. C'est alors que les portes à l'arrière de la salle s'ouvrirent brusquement. 4 hommes en uniforme diplomatique suédois entrèrent, leurs bottes résonnant sur le sol en marbre. Derrière eux marchait un homme grand, âgé d'une 60aine d'années, portant une écharpe bleu roi et or, dont la présence imposa un silence immédiat. Il se dirigea droit vers le podium, les yeux rivés sur Hailey. Que se passe-t-il lorsque le mari qui traitait sa femme comme un objet découvre qu'elle est en fait de son royal? Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez. Et si vous aimez les histoires sur le karma et la justice, cliquez sur le bouton « S'abonner », car la suite va vous laisser sans voix. L'homme à l'écharpe royale continua d'avancer. Mais pour comprendre comment Hailey s'est retrouvée sur cette scène, il faut remonter 3 ans en arrière. 3 ans plus tôt, un mardi matin, dans leur penthouse de Back Bay, Hailey pliait les chemises de Max avec une précision mécanique. Chaque col devait être tourné vers la gauche, chaque manche lissée à plat. Elle avait appris ses règles à ses dépens. « Tu as froissé ma chemise Oxford bleue hier », cria Max depuis la salle de bain. « Tu comprends à quel point c'est embarrassant quand un associé senior se présente au tribunal avec l'air que sa femme ne sait pas faire la lessive ?» Hailey ne dit rien. Elle avait découvert très tôt dans leur mariage que le silence raccourcissait ses sermons. Max sortit, déjà vêtu d'un costume gris anthracite qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Il l'examina comme on inspecterait une tache sur un tapis. « Tu vas porter ça pour aller faire les courses? » Elle baissa les yeux vers son jean et son pull. « C'est ce que j'avais prévu. On dirait une clocharde, mais au moins quelque chose de présentable. Et si quelqu'un de l'entreprise te voyait? » Il attrapa sa maillette et prit mon linge propre, les tickets sur le comptoir. « N'oublie pas, comme la dernière fois. » La porte se referma derrière lui. Ali attendit d'entendre l'ascenseur descendre avant de sortir son téléphone. 5 messages manqués, tous en suédois. « La fusion à Tokyo a besoin de ton accord. Bruxelles attend ta signature pour l'accord sur les infrastructures. Ton père demande quand tu rentres à la maison. » Elle tapa rapidement ses réponses en suédois, ses doigts volant sur le clavier. En moins de 10 minutes, elle avait autorisé le transfert de 40 millions de dollars, restructuré un accord de dette d'entreprise et poliment décliné l'invitation de son père à revenir à Stockholm. Son téléphone sonna, un numéro qu'elle reconnut de Genève. « Ja de har Hailey », répondit-elle dans un suédois impeccable. Pendant l'heure qui suivit, elle négocia une restructuration financière complexe qui permettrait de sauver 3000 emplois à travers l'Europe. Elle s'exprima en suédois, puis passa à l'allemand lorsque les représentants de Francfort se joignirent à la conversation, puis au français pour le contingent parisien. Sa voix dégageait une autorité qui aurait choqué Max. Claire, confiante, elle imposait le respect à des hommes 2 fois plus âgés qu'elle. À la fin de l'appel, elle le supprima de son historique, comme elle supprimait tous les autres. Ce soir-là, Max ramena Vanessa à la maison pour dîner. Cela arrivait désormais 2 fois par semaine sous prétexte de travailler sur des affaires. Hailey cuisinait pendant qu'ils étaient assis à table, leurs têtes rapprochées, riant à des blagues dont Hailey était exclue. « Ce poulet est sec, » dit Max sans lever les yeux de ses papiers. « Je suis désolé. Je vais préparer autre chose. » Vanessa sourit, son expression dégoulinant d'une fausse sympathie. « Ne t'excuse pas, Hailey. Cuisiner, c'est difficile. Tout le monde n'a pas le don pour ça. Je suis sûr que tu fais de ton mieux. » Max a ri. Il a ri de la condescendance de Vanessa envers sa propre femme. Hailey l'observait depuis le seuil de la cuisine.
Son visage changeait complètement lorsqu'il regardait Vanessa, animé, engagé, vivant d'une manière qu'il n'avait jamais été avec Hailey. Vanessa était vive là où Hailey était terne, ambitieuse là où Hailey feignait le contentement, agressive là où Hailey restait prudente et docile. Max adorait cela. Il aimait l'esprit vif de Vanessa, ses observations acérées, son instinct professionnel impitoyable, tout ce qu'il avait appris à Hailey à ne pas être. « Hailey, peux-tu nous laisser seuls? » Max dit, « Nous discutons d'affaires confidentielles concernant des clients. » Elle se retira dans la chambre avec son ordinateur portable. Une fois la porte fermée, elle ouvrit des fichiers scriptés et examina la situation financière des associés juridiques de Weston et Hale. Le cabinet où travaillait Max, le cabinet qu'il croyait indépendant, le cabinet que Hailey avait secrètement racheté 3 ans auparavant pour éviter sa faillite. Les associés principaux du cabinet n'avaient aucune idée de qui était réellement propriétaire de leur entreprise. L'achat avait été structuré à travers tellement de fiducies et de sociétés écrans que même des experts comptables judiciaires auraient besoin de plusieurs mois pour remonter jusqu'à elle. Une seule personne soupçonnait la vérité. Charles Finnegan, l'associé gérant, qui avait remarqué trop de coïncidences entre le sauvetage mystérieux du cabinet et la présence de Holly dans la vie de Max. Depuis le salon, elle entendait le rire cristallin de Vanessa et le rire grave de Max en réponse. Ce son la transperçait comme du verre. Son téléphone vibra, signalant un nouveau message en suédois. « 3 ans, ça suffit. Tu as prouvé ce que tu avais à prouver. Rentre à la maison. » Hailey fixa le message. 3 ans à se faire toute petite. 3 ans à endurer la cruauté désinvolte de Max, ses commentaires dédaigneux, sa préférence pour la compagnie de Vanessa plutôt que la sienne. 3 ans à tester s'il pouvait l'aimer, vraiment l'aimer, sans connaître son titre, sa fortune, son éducation, son pouvoir. Il avait échoué à tous les tests. Elle pensa au contrat prénuptial qui se trouvait dans un coffre-fort au consulat suédois. Celui que les avocats de Max avaient rédigé, si confiants dans leur clause unilatérale, qu'ils avaient manqué la clause que l'équipe de Hailey avait enfouie à la page 47. La clause morale, le piège qui n'attendait que de se refermer. À travers la porte, elle entendit Max dire « Je ne sais même pas pourquoi je l'ai épousée. Elle est tellement facile à gérer. » La réponse de Vanessa était trop faible pour être entendue, mais Max rit à nouveau. Hailey ferma son ordinateur portable et prit une décision. 3 ans, c'était suffisant. La femme que Max qualifiait de docile avait obtenu à 19 ans un double diplôme en droit international et en économie à l'université d'Uppsala. Elle parlait couramment 7 langues, le suédois, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, le mandarin et le russe. À 21 ans, on lui avait confié la gestion du Bernadotte Family Trusts American Holdings, un portefeuille d'une valeur de 800 millions de dollars qui touchait à tout, des startups spécialisées dans les énergies renouvelables en Californie, aux promotions immobilières à Miami. Rien de tout cela n'apparaissait dans les registres publics accessibles aux États-Unis. Son travail s'effectuait par l'intermédiaire d'un réseau de conseillers, d'avocats et de gestionnaires financiers qui ne la connaissaient que sous le nom de H.G. Bernadotte, un nom qui ne signifiait rien pour quiconque en dehors des cercles financiers nordiques. Chaque nuit, après que Max se soit endormi, Hailey travaillait. Elle attendait que sa respiration s'alourdisse pour se glisser hors du lit et se rendre dans le petit bureau où il ne mettait jamais les pieds, car il le considérait comme son petit atelier de bricolage. L'ordinateur portable qu'elle utilisait était crypté avec un niveau de sécurité militaire. Ses appels vidéo étaient acheminés via des serveurs situés dans 3 pays différents. Ce soir-là, elle avait une réunion avec le conseil d'administration d'une société pharmaceutique à Francfort. Ils avaient besoin d'une autorisation pour procéder à une fusion qui aurait une incidence sur le prix des médicaments dans toute l'Union européenne. Hailey écouta leur présentation en allemand, posa des questions précises sur l'impact prévu sur l'accessibilité dans les marchés à faible revenu et finit par refuser la fusion à moins qu'ils ne restructurent leur modèle de tarification. Madame Bernadotte, la PDG, protesta. « Cela nous coûtera des millions en revenus prévisionnels. Alors, vous gagnerez des millions de moins, » répondit-elle calmement. Le Bernadotte Trust n'investit pas dans des entreprises qui privilégient le profit au détriment du bien-être humain. Restructurez votre modèle ou trouvez d'autres investisseurs. Ils ont procédé à la restructuration.
Une fois l'appel terminé, elle a examiné les contrats d'un projet immobilier à Austin, signalé ses préoccupations concernant les études d'impact environnemental d'une exploitation minière dans le Nevada et approuvé le financement d'une initiative d'éducation technologique pour les femmes à Boston. À 3 heures du matin, elle avait pris des décisions qui allaient affecter des milliers de vies et des centaines de millions de dollars. Max a dormi pendant tout ce temps sans bouger une seule fois. Elle se souvenait de la nuit où ils s'étaient rencontrés, il y a des années, lors d'une vente aux enchères caritatives au profit du Boston Medical Center. Haley avait 22 ans et travaillait comme serveuse pour maintenir sa couverture d'étudiants diplômés ordinaires. Elle disait aux gens qu'elle étudiait à l'Université de Boston, qu'elle suivait quelques cours et qu'elle essayait de trouver sa voie. C'était un mensonge, mais un mensonge utile. Max l'avait immédiatement remarqué. Il l'avait courtisée avec l'intensité d'un homme qui obtenait toujours ce qu'il voulait. Il lui avait envoyé des fleurs à son appartement, l'avait invité à des dîners coûteux, à des week-ends à Cape Cod. Il parlait sans cesse de lui, de ses affaires, de ses ambitions, de son parcours pour devenir le plus jeune associé principal de l'histoire de Weston & Hales. Il ne lui avait jamais demandé ce qu'elle étudiait, ni posé de questions sur sa famille, si ce n'est pour confirmer qu'elle était quelque part en Europe. Il ne lui avait jamais demandé ce qu'elle attendait de la vie. Elle trouvait cela fascinant d'un point de vue clinique. Voici un homme qui prétendait être amoureux d'elle, mais qui ne montrait aucune curiosité quant à qui elle était réellement. Lors de leur 4e rendez-vous, il l'avait emmenée à un dîner d'affaires. Elle l'avait observé interagir avec ses collègues, avait vu la façon dont il se comportait avec eux, la façon dont il se positionnait comme la personne la plus intelligente dans chaque conversation. Lorsqu'ils étaient retournés à sa voiture, il lui avait dit « Tu as été parfaite ce soir, discrète, jolie, tu n'as pas essayé de dominer la conversation. » C'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est là qu'elle avait compris. Max ne voulait pas d'une partenaire. Il voulait un accessoire. La plupart des femmes auraient immédiatement mis fin à la relation. Haley avait fait autre chose. Elle y avait vu l'occasion de mener une expérience. Elle avait grandi dans le palais royal suédois, 3e dans l'ordre de succession au trône, entourée de personnes qui la traitaient avec déférence en raison de son titre. Toutes ces relations étaient influencées par ce qu'elles représentaient, le pouvoir, la richesse, les relations. Elle n'avait jamais su si quelqu'un l'aimait pour elle-même ou pour ce qu'elle pouvait lui offrir. Max ne savait pas ce qu'elle pouvait offrir. Pour lui, elle n'était qu'une jolie étudiante diplômée sans argent, sans relation, sans autre valeur que sa volonté de s'intégrer dans sa vie. Elle a donc décidé de l'épouser pour voir si un homme pouvait l'aimer vraiment, alors qu'il pensait qu'elle n'avait rien. Elle a tout documenté. Les petites cruautés, les commentaires dédaigneux, le fait qu'il ne posait jamais de questions, qu'il préférait la compagnie de Vanessa, chaque manquement à la décence humaine élémentaire était consigné dans un journal qu'elle tenait en suédois et conservait dans des fichiers cryptés. Elle lui avait donné 3 ans, 3 ans pour la voir, pour l'apprécier, pour montrer ne serait-ce qu'un soupçon de curiosité sincère pour sa propre femme. Au lieu de cela, il l'avait qualifiée de facile à gérer. Le contrat prénuptial que ses avocats avaient préparé était un chef-d'œuvre d'architecture juridique. Les avocats de Max s'étaient tellement concentrés sur la protection de ses actifs, de ses parts dans la société, de ses revenus futurs et de ses propriétés, qu'ils avaient à peine jeté un œil à la clause morale enfouie au paragraphe 12 de la page 47. L'humiliation publique de l'un ou l'autre des conjoints entraînait la perte immédiate de tous les biens matrimoniaux. Les avocats de Max avaient supposé qu'il ne s'humilierait jamais. Ils n'avaient jamais envisagé qu'il puisse l'humilier, elle. Haley ferma son ordinateur portable alors que l'aube se levait sur Boston. Dans 6 heures, le supplice du gouverneur commencerait. Dans 6 heures, elle saurait si Max avait encore un peu de décence. Elle connaissait déjà la réponse. Ce soir, cela allait simplement être officialisé. Vanessa Lockhart tournait autour de Max comme un requin depuis 18 mois, et Haley avait observé chacun de ses gestes calculés. Cela avait commencé modestement. Lors d'un cocktail organisé par le cabinet au printemps dernier, Vanessa s'était approchée de Haley avec une coupe de champagne et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Haley, ma chérie, je voulais prendre de tes nouvelles. J'ai remarqué que tu étais encore seule. » La voix de Vanessa portait juste assez loin pour que les épouses des associés de proximité puissent l'entendre.
Ces discussions juridiques peuvent être tellement accablantes quand on n'a pas les connaissances nécessaires. Ça doit être épuisant de faire semblant de suivre. Les autres femmes avaient échangé des regards. L'une d'elles avait même tapoté le bras de Haley avec compassion. Lors du dîner d'été des associés, Vanessa avait fait l'éloge de la robe de Haley, une simple robe fourreau bleu marine approuvée par Max, puis avait ajouté « J'adore que tu ne te sentes pas obligé de rivaliser avec toutes les marques de créateurs présentes ici. Une telle confiance est si rare. La plupart des femmes se sentiraient intimidées, mais toi, tu assumes pleinement ta sobriété. » Sobriété signifiait bon marché. Tout le monde avait compris ce que Vanessa voulait vraiment dire. Lors de la vente aux enchères caritatives annuelles du cabinet en septembre, Vanessa était allée encore plus loin. Elle avait pris Haley à part dans les toilettes des dames, l'air très préoccupé. « Chérie, je dois te dire quelque chose. En tant qu'ami, je te le dis, des gens parlent. Ils disent que Max semble détaché de toi lors de ces événements. Je m'inquiète pour son parcours vers le partenariat. » Vanessa avait touché doucement l'épaule de Haley. « As-tu envisagé de suivre des cours, d'apprendre le droit des sociétés, la finance? Juste assez pour tenir une conversation basique. Je détesterais te voir le freiner. » Haley avait observé le reflet de Vanessa dans le miroir, étudiant sa performance. « C'est un conseil attentionné. Je veille simplement sur vous deux. Max était brillant. Il mérite une partenaire à la hauteur de son intelligence. Non pas que tu ne sois pas merveilleuse à ta manière. À ta manière, avait-elle ajouté, insinuant une insulte dans un compliment avec un sourire compatissant. Mais la campagne de Vanessa ne visait pas seulement à humilier Haley. Elle voulait la remplacer complètement. Haley avait remarqué le changement 3 mois auparavant. Vanessa avait commencé à travailler tard chaque fois que Max travaillait tard. Elle lui apportait son café exactement comme il l'aimait. Elle riait à toutes ses blagues, remettait en question ses idées juste assez pour paraître intelligente, mais jamais assez pour menacer son ego. Elle portait un parfum qu'il complimentait et des jupes qu'il remarquait. Lors d'un dîner entre associés le mois dernier, Haley avait entendu Vanessa parler au mentor de Max, Gerald Richmond. « Max est gâché dans sa situation actuelle », avait dit Vanessa, d'une voix basse mais audible depuis la place où Haley était assise, ignorée à l'autre bout de la table. « Il a besoin de quelqu'un qui puisse naviguer dans ces cercles avec lui, pas de quelqu'un pour qui il doit s'excuser. Une épouse doit être un atout, pas un handicap. » Gerald avait émis un son évasif, mais Vanessa avait insisté. Regardez les Henderson, par exemple. Lauren Henderson conclut des affaires à chaque événement parce qu'elle comprend le métier. C'est le genre de partenaire dont un homme du niveau de Max a besoin. Le message était clair. Haley n'était pas cette partenaire. Mais Vanessa pouvait l'être. Ce que Max ignorait, ce que Vanessa cachait derrière son apparence de soutien, c'est qu'elle sabotait systématiquement ses affaires. Le réseau de renseignement de Haley était très complet. Les mêmes personnes qui géraient son portefeuille de 800 millions de dollars surveillaient également les menaces pesant sur ses actifs, et la carrière de Max était considérée comme un actif. Elle avait découvert la trahison de Vanessa 6 semaines auparavant. Vanessa avait transmis des informations sur les affaires de Max à Kellerman et Price, une société rivale, en échange d'une promesse de partenariat senior. Elle avait copié des fichiers confidentiels. Elle avait informé le conseil adverse des stratégies de Max. Elle avait sapé une importante négociation de fusion en divulguant les conditions de Max à la partie adverse. L'accord Henderson, le couronnement de la carrière de Max pour lequel il allait être honoré ce soir, avait failli échouer à cause de l'ingérence de Vanessa. Haley l'avait discrètement sauvé grâce à ses propres relations, passant des appels en suédois et en allemand qui avaient réorienté les négociations vers des canaux que Vanessa ne pouvait pas atteindre. Max n'avait aucune idée que sa collègue était en train de le détruire tout en lui souriant. Il était trop ébloui par son attention, trop flatté par son admiration. La veille du gala, Haley était rentrée tôt d'une soi-disant virée shopping et avait trouvé Max et Vanessa dans le salon, partageant une bouteille de vin, assez plus près l'un de l'autre que ne l'exigeait leur relation professionnelle. Elle s'était arrêtée dans le couloir, hors de leur vue. « C'est donc demain ta grande soirée ?» disait Vanessa. « Tu emmènes Haley ?» Max avait poussé un profond soupir. « Je suis obligé. » Ça ferait bizarre de ne pas le faire, mais honnêtement, elle va rester plantée là comme une décoration. Elle ne comprendra pas la moitié de ce qui se dit. Pourquoi tu l'as épousée?
La question de Vanessa était audacieuse, intime, parce qu'elle était facile à gérer. La réponse de Max avait été rapide, comme s'il y avait souvent réfléchi. Ma première copine était ambitieuse, toujours en compétition avec moi. La deuxième était trop sociable, elle voulait toujours attirer l'attention. Hailey ne rivalise pas, n'exige rien, ne me complique pas la vie. Elle est juste là, en arrière-plan. Vanessa avait ri, un rire ravi. C'est la chose la plus triste que j'ai jamais entendue. Le mariage de convenance. Mais ça me convient. Je l'admets, avoir quelqu'un comme toi à mes côtés m'a fait réfléchir à ce qui me manque. Hailey en avait assez entendu. Elle avait quitté discrètement l'appartement et avait marché pendant 2 heures dans les rues de Boston, son téléphone vibrant à cause des messages de son équipe de sécurité qui lui demandait où elle était passée. Quand elle est revenue, Vanessa était partie. Max dormait sur le canapé, la bouteille de vin vide posée sur la table basse. Elle l'a regardé longuement. Cet homme qui l'avait épousée parce qu'elle était facile à gérer, qui la gardait à ses côtés comme un meuble, qui était trop égocentrique pour remarquer qu'il était trahi par la femme qu'il admirait. Demain soir, lors du gala, tout prendrait fin. Le test serait terminé. Les résultats seraient connus. Max et Vanessa avaient tous deux échoué. Ce soir-là, Hailey se tenait devant le miroir de la chambre, vêtue de la robe grise que Max avait choisie. Elle ternissait son teint, la rendait pâle et insignifiante. Elle se regardait disparaître dans le tissu, devenant exactement ce que Max voulait, invisible. Derrière son reflet, Max ajustait son nœud papillon, déjà mentalement au gala, acceptant les compliments. Il ne la regarda pas une seule fois. « Souviens-toi, dit-il en regardant sa montre. Souris quand les gens te parlent, mais ne donne pas ton avis. Contente-toi d'approuver tout ce que je dis. C'est une soirée importante pour moi. Je comprends. Bien, allons-y. » Le bâtiment McKim de la Bibliothèque publique de Boston brillait d'une lumière chaleureuse. Son architecture néo-renaissance offrait un cadre idéal à l'élite de Boston pour se mettre en valeur. Hailey marchait 3 pas derrière Max lorsqu'ils entrèrent. Son rôle était clairement défini. La première humiliation survint quelques minutes plus tard. Margaret Chin, épouse d'un sénateur de l'État, tenait salon près de la fontaine à champagne avec 4 autres épouses de partenaires. Hailey s'approcha de leur cercle pour tenter de se joindre à la conversation. Margaret lui jeta un coup d'œil, puis poursuivit son récit sans s'interrompre. « Alors j'ai dit au traiteur, si vous ne pouvez pas fournir des fruits de mer durables pour 300 personnes, vous n'êtes pas le traiteur qu'il nous faut. » Les autres femmes acquiescèrent avec enthousiasme. Hailey se tenait à la lisière de leur cercle, attendant une ouverture qui ne vint jamais. Après 5 minutes interminables, elle s'éloigna. Aucune d'entre elles ne remarqua son départ. Max était de l'autre côté de la pièce, en train de rire avec le procureur général. Lorsqu'un mécène demanda qui était Hailey, la réponse de Max fut claire. « Oh, c'est juste ma femme. Hailey, elle ne fait pas grand-chose. Juste ma femme. » 3 mots qui l'effacèrent complètement. Vanessa apparut à côté de Hailey, resplendissante dans une robe en soie émeraude qui coûtait probablement plus cher qu'une mensualité de prêt immobilier. « Te voilà, caché près des amuse-bouches. Bon choix. Au moins, la nourriture ne te jugera pas parce que tu ne comprends pas la conversation. » Un serveur passa avec du champagne. Vanessa prit 2 verres et en tendit un à Hailey. « Je voulais te demander, as-tu fini tes études? » « Max m'a dit que tu avais abandonné le Community College, l'Université de Boston. » Corrigea Hailey doucement. « C'est vrai, et tu suivais des études générales. » Le ton de Vanessa suggérait que c'était adorablement pittoresque. C'est merveilleux. L'éducation est différente pour chacun. Nous n'avons pas tous besoin de diplômes supérieurs pour être heureux. Avant que Hailey n'ait pu répondre, Vanessa avait repéré quelqu'un de plus important et s'était éloignée, laissant Hailey seule avec 2 coupes de champagne. Elle avait besoin d'air. Le balcon donnant sur CP Place Square était vide. Le froid de novembre retenait les autres invités à l'intérieur. Hailey posa les 2 coupes et s'agrippa à la balustrade en pierre, laissant le vent lui éclaircir les idées. « Tu fuis les félicitations ?» demanda une voix derrière elle. Charles Finnegan est sorti sur le balcon, le visage buriné et pensif. À 63 ans, il était associé gérant de Weston & Hale depuis 2 décennies. Il était également la seule personne dans l'entourage de Max à avoir jamais considéré Hailey comme autre chose qu'un simple élément décoratif. « J'avais juste besoin de calme », a répondu Hailey. Charles l'a rejointe près de la balustrade. «
Votre mari est très satisfait de lui-même ce soir. La fusion avec Henderson est un travail impressionnant. Une architecture financière très sophistiquée. Je suis sûr que Max a travaillé dur dessus. Mais j'ai trouvé intéressant que la stratégie reflète un cadre présenté lors du sommet international de Stockholm sur la finance il y a 5 ans, rédigé par un certain H.G. Bernadotte. Charles laissa le nom flotter dans l'air. J'ai assisté à ce sommet. Le présentateur était brillant. Jeune, la vingtaine, parlant 6 langues, il avait des idées qui ont poussé les économistes chevronnés à prendre frénétiquement des notes. Le cœur de Haley s'est mis à battre plus fort, mais elle a gardé une voix calme. Cela semble impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il y a 3 ans, alors que notre entreprise était sur le point de s'effondrer sous le poids de la dette, un donateur anonyme a tout restructuré et nous a sauvés. Le représentant du donateur ne parlait que suédois pendant nos négociations. Charles se tourna vers elle pour la regarder directement. Max ne parle pas suédois, mais je t'ai entendu au téléphone quand tu pensais que personne n'écoutait. Leurs regards se croisèrent. Haley ne vit aucune menace dans son expression, seulement de la curiosité et quelque chose qui ressemblait à du respect. « Pourquoi me dis-tu cela » demanda-t-elle. « Parce que j'ai vu Max te traiter comme un meuble pendant 3 ans, et je me suis demandé pourquoi quelqu'un pouvait tolérer cela. Maintenant, je crois comprendre. Vous attendiez quelque chose. » Charles redressa sa veste. « J'espère que vous l'obtiendrez. » Il retourna à l'intérieur, laissant Haley seule avec ses pensées qui s'emballaient. Le gala battait son plein. À l'intérieur, Max se tenait sur le podium, recevant son prix de citoyenneté d'entreprise. Les projecteurs le faisaient rayonner de satisfaction. La foule applaudissait alors qu'il entamait son discours, remerciant son équipe, ses mentors, sa vision. « Et je dois remercier ma merveilleuse épouse, Haley, » dit Max en scrutant la foule, jusqu'à ce qu'il la trouve au fond. « Viens ici, ma chérie. » Toutes les têtes se tournèrent. Haley sentit 300 paires d'yeux posés sur elle alors qu'elle se dirigeait vers la scène, sa robe grise passant totalement inaperçue parmi la mer de robes de créateurs. Max la serra contre lui, la tenant fermement par la taille. « N'est-elle pas adorable, ma petite compagne? Elle a à peine terminé ses études au collège communautaire. Dieu la bénisse, mais elle fait un sacré bon rôti. » Des rires ont parcouru l'auditoire. Certains étaient gênés, d'autres sincèrement amusés. Vanessa est apparue au bord du micro. Son timing était parfait. « Eh bien, nous ne pouvons pas tous être des scientifiques de haut niveau, n'est-ce pas? Certaines femmes sont simplement destinées à soutenir les grands hommes dans l'ombre. » Encore plus de rire. Plus fort maintenant. Max sourit à la foule, puis regarda Haley avec dédain. « Tu peux aller t'asseoir maintenant, chérie. » Les adultes discutent. Ces mots résonnèrent comme une gifle. Enregistrés publiquement, sous les yeux de toutes les personnalités importantes des milieux juridiques et politiques de Boston. Haley se retourna pour quitter la scène. Les portes de l'arrière de la salle s'ouvrirent brusquement. Si vous aimez cette histoire de pouvoir caché et de douce vengeance, abonnez-vous pour ne pas manquer la révélation de la vérité par son père royal. Des hommes en uniforme diplomatique suédois traversèrent le gala du gouverneur avec une précision militaire, leurs bottes résonnant sur le sol en marbre. Les conversations cessèrent instantanément. Les coupes de champagne s'arrêtèrent à la mi-chemin. Tous les regards dans le bâtiment McKim se tournèrent vers l'entrée. Derrière les gardes marchait un homme qui imposait le respect par sa simple présence. Le prince héritier Gustave de Suède mesurait 1,88 m. Ses cheveux argentés étaient coiffés en arrière et son attitude rayonnait l'autorité royale de plusieurs générations. Il portait les insignes officiels de la royauté suédoise. Une écharpe bleu nuit ornée de l'emblème des 3 couronnes dorées traversait sa poitrine. Les médailles obtenues au cours d'une vie consacrée au service diplomatique brillaient sous les lustres. Il se dirigea directement vers le podium où Max se tenait toujours, figé au milieu de son discours, sa récompense serrée inutilement dans ses mains. La salle retint son souffle. Gustave s'arrêta à 1,5 m de la scène, ses yeux se posant sur Haley. Son expression s'adoucit un instant, comme celle d'un père revoyant sa fille après une trop longue séparation. Puis son visage reprit son air solennel lorsqu'il s'adressa à la foule. « Bonsoir, je m'excuse pour cette interruption. » Son anglais était parfait, accentué par les intonations raffinées de l'aristocratie européenne. « Je suis le prince héritier Gustave de Suède. »
Je suis venu aborder une situation concernant ma fille qui nécessite une correction immédiate. Le visage de Max perdit toute couleur. « Vous êtes quoi ?» Gustave se tourna vers l'Assemblée, sa voix portant dans tous les coins de la salle. Ma plus jeune fille, la princesse héritière Halle Gustava Bernadotte, vit aux États-Unis depuis 3 ans dans le cadre de ce qui devait être un congé sabbatique privé, une période d'échange culturel et de réflexion personnelle, loin des formalités de la vie de cour. Le silence était si complet que le bruit de la circulation provenant de CP Place Square, à l'extérieur, semblait assourdissant, poursuivit Gustave, d'un ton mesuré mais incisif. J'ai récemment appris que pendant cette période, ma fille a été soumise à un traitement qui, franchement, est indigne de tout être humain, et encore plus d'un membre de la famille royale suédoise. Il doit y avoir une erreur, parvint à dire Max. Son instinct d'avocat finit par prendre le dessus malgré son choc. Hayley l'est, elle ne l'est pas. Elle ne peut pas l'être. Elle ne peut pas être quoi, M. Southern-Thurland? Une princesse. La voix de Gustave aurait pu geler l'eau, car elle a abandonné ses études au Community College, comme vous venez de l'annoncer à 300 témoins. Max ouvrit de la bouche, puis la referma. Gustave fouilla dans sa veste et en sortit un porte-document en cuir. Permettez-moi de clarifier quelques faits pour vous et cette distinguée assemblée. Il l'ouvrit, révélant des documents officiels portant les sceaux royaux. La princesse héritière Halle Gustava Bernadotte a obtenu son diplôme de l'Université d'Uppsala à l'âge de 19 ans avec les honneurs. Elle est titulaire d'un double diplôme en droit international et en économie. Elle parle couramment 7 langues: le suédois, l'anglais, l'allemand, le français, l'espagnol, le mandarin et le russe. Il sortit un autre document. À 21 ans, elle a été nommée pour gérer le portefeuille d'investissement américain du Bernadotte Family Trust. Sa valeur actuelle est de 800 millions de dollars. Des exclamations parcoururent l'Assemblée. Quelqu'un laissa tomber une coupe de champagne. Elle se brisa sur le sol en marbre. Le bruit résonna dans le silence. Gustave n'avait pas fini. La princesse Hayley prend des décisions qui affectent les marchés mondiaux depuis avant même que vous ne passiez votre examen du barreau, M. Southern-Thurland. Elle a négocié des traités, restructuré des dettes d'entreprise et influencé des politiques à des niveaux que vous n'atteindrez jamais. Max agrippa le podium comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. C'est impossible, je l'aurais su, quelqu'un me l'aurait dit. Pourquoi quelqu'un vous l'aurait-il dit? La question de Gustave était d'une précision chirurgicale. Vous ne lui avez jamais demandé. En 3 ans de mariage, vous ne vous êtes jamais renseigné sur la formation de votre femme, ses antécédents familiaux, ses centres d'intérêt ou ses capacités. Vous avez simplement décidé qu'elle était simple et cela vous a satisfait. Charles Finnegan a ri. Un aboiement court et sec, comme pour justifier ce son, a retenti quelque part dans la foule. Gustave a produit un 3e document. Celui-ci était plus épais. Mais voici ce qui, je pense, vous intéressera le plus. M. Sutherland, savez-vous à qui appartient Weston and Hale Legal Partners? La confusion de Max était évidente. Au conseil d'administration, il s'agit d'une propriété collective. Non. L'interruption de Gustave fut catégorique. Il y a 3 ans, votre cabinet était au bord de la faillite. Des dettes de 40 millions de dollars qui auraient tout détruit. Un donateur anonyme a racheté ses dettes pour quelques centimes et les a restructurées, sauvant ainsi le cabinet et toutes les carrières qui s'y trouvaient. Il brandit le document. Ce donateur était le Trust familial Bernadotte, agissant à travers 7 niveaux de sociétés écrans et de trusts internationaux. Ma fille a racheté la totalité de votre cabinet. Elle est propriétaire de Weston and Hale et, par extension, de vos parts dans le partenariat depuis 3 ans. La foule a explosé. Les chuchotements se sont transformés en conversations, puis en exclamations de stupéfaction. Max a titubé en arrière. Non, c'est impossible. La fusion avec Henderson, c'est moi qui l'ai négociée. C'est moi qui ai conclu cet accord. Vous l'avez conclu en utilisant un cadre stratégique développé par ma fille il y a 5 ans pour le Sommet international de Stockholm sur la finance, a déclaré Gustave. Ce cadre est accessible au public dans les revues financières internationales. Vous avez copié son travail, M. Sutherland. Et lorsque l'accord Henderson a failli échouer il y a 6 semaines, ma fille l'a sauvé grâce à ses propres relations. Vous avez réussi grâce à ses fondations tout en vous moquant de son intelligence.
Vanessa, qui se dirigeait vers la sortie latérale, s'arrêta net. Le regard de Gustave la trouva. Mademoiselle Lockhart, ne partez pas, je vous en prie. Nous avons des questions à discuter concernant vos communications avec Kellerman et Price. L'équipe de sécurité de ma fille a minutieusement documenté vos tentatives de sabotage des affaires de M. Southern Thurlands. Le visage de Vanessa pâlit. Gustave se retourna vers Max, le regard froid. Vous avez bâti toute votre vie sur l'argent de ma fille, ses biens, sa protection secrète. Et en échange, vous l'avez traitée avec mépris. Vous l'avez traitée de simple d'esprit. Vous vous êtes moqué d'elle publiquement. Vous l'estimiez si peu que vous n'avez pas pris la peine d'apprendre la moindre chose sur qui elle était réellement. Les mains de Max tremblaient. Je ne savais pas. Comment aurais-je pu savoir? Vous auriez pu demander, dit Hailey doucement. C'était la première fois qu'elle parlait depuis l'arrivée de son père. Tous les regards se tournèrent vers elle. Sa voix était différente maintenant, claire, cultivée, avec le subtil accent de l'aristocratie suédoise. La femme effacée avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un d'autre. Gustave sortit un autre document, relié dans une couverture bleue. Maintenant, Monsieur Southern Thurland, je crois que vous connaissez bien les contrats de mariage. Vous aviez le projet de votre avocat assez complet avant d'épouser ma fille. Max acquiesça faiblement, la confusion se mêlant à sa crainte grandissante. Vos avocats ont été très minutieux dans la protection de vos biens. Des pages et des pages de clauses garantissant qu'en cas de divorce, vous conserveriez votre partenariat, vos propriétés, vos investissements. Le sourire de Gustave était fin comme une lame de rasoir. Ils étaient tellement concentrés sur la protection de ce que vous possédiez qu'ils n'ont pas lu attentivement ce que les avocats de ma fille avaient ajouté. Il ouvrit le document à une page marquée. Page 47, paragraphe 12, une clause morale. Voulez-vous que je la lise à haute voix? Max ne dit rien. La foule se pencha en avant collectivement. Gustave lut d'une voix claire et formelle. Dans le cas où l'une des parties se livrerait à une humiliation publique, une dégradation ou un abus de l'autre partie, attesté et documenté par au moins 3 parties indépendantes, tous les biens acquis pendant le mariage reviendraient immédiatement à la partie lésée, ainsi que tous les biens achetés à l'aide de fonds ou de crédits garantis par les avoirs de la partie lésée. Ces mots tombèrent comme des coups de marteau. Ce soir, M. Southern Thurland, vous avez traité votre femme de simple, pas particulièrement brillante, et vous lui avez dit que les adultes discutaient devant 300 témoins. 6 médias différents ont des caméras ici, qui enregistrent toutes. Cette déclaration a déjà été diffusée sur 3 chaînes locales. Gustave ferma le document. La clause morale a été déclenchée. L'équipe juridique de ma fille a déposé les documents il y a 17 minutes. Max s'agrippa à nouveau au podium. Attendez, quel document? Le transfert des actifs avec effet immédiat. La voix de Gustave était impitoyable. Laissez-moi vous détailler exactement ce que vous avez perdu au cours des 17 dernières minutes. Il compta sur ses doigts comme un professeur énumérant des faits. L'appartement terrasse à Back Bay où vous vivez? Acheté il y a 3 ans grâce à un prêt garanti par les actifs de Weston et Hale, des actifs qui appartiennent à ma fille. L'appartement terrasse lui appartient. La respiration de Max devint saccadée. Vos parts dans le cabinet sont également garanties par sa propriété. Ces parts lui appartiennent. Gustave continua sans pause. Votre Mercedes dans le parking, financée par le programme de véhicules de fonction du cabinet. Elle lui appartient. Votre adhésion au Harbor Club, payée grâce aux avantages du partenariat. Révoquée. Votre yacht amarré à Marblehead. Oui, nous sommes au courant de cela aussi. Financé par un prêt que vous avez obtenu en utilisant votre partenariat comme garantie. Il appartient désormais à ma fille. Chaque élément arraché détruisait un peu plus la vie soigneusement construite de Max. Votre portefeuille d'investissement, tel qu'il est, s'est largement développé grâce à un accès privilégié aux transactions du cabinet. Ces investissements ont été réalisés à partir d'informations privilégiées provenant d'une société appartenant à ma fille. Selon la loi, ces bénéfices appartiennent à l'entreprise, ce qui signifie qu'ils lui appartiennent. L'expression de Gustave était sculptée dans la glace. Votre Rolex, votre collection d'œuvres d'art, votre chalet de ski dans le Vermont, tous achetés avec de l'argent provenant des revenus d'une entreprise dans laquelle vous n'avez plus de participation. Voulez-vous que je continue? Les jambes de Max se sont dérobées sous lui.
Il s'est affalé sur les marches de la scène, son prix tombant de ses doigts engourdis et roulant bruyamment sur le sol. De l'autre côté de la pièce, Vanessa a fait une nouvelle tentative pour se faufiler vers la sortie. Cette fois, les gardes suédois se sont déplacés pour lui barrer le chemin, leur présence courtoise mais absolument inflexible. « Mademoiselle Lockhart, je vous ai demandé de rester », a dit Gustave, reportant son attention sur elle. « L'équipe de sécurité de ma fille a passé les 6 dernières semaines à documenter vos activités de manière très approfondie. Vous avez été en contact avec Kellerman et Price à 13 reprises au cours des 2 derniers mois. Vous avez copié des fichiers confidentiels provenant de 17 dossiers de M. Sutherland. Vous avez fourni à la partie adverse des informations stratégiques privilégiées à au moins 4 reprises. » Le visage de Vanessa passa du blanc au gris. « Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez, car nous avons les emails, les enregistrements téléphoniques, les reçus de restaurant de vos réunions avec David Kellerman lui-même. » La voix de Gustave était calme, factuelle, dévastatrice. « On vous a promis un poste d'associé senior chez Kellerman & Price en échange de la destruction de la crédibilité de M. Sutherland et du vol de sa clientèle. Espionnage industriel. Mademoiselle Lockhart. Le barreau du Massachusetts recevra un rapport complet demain matin. » Vanessa ouvrit et ferma la bouche sans émettre le moindre son. « Ce qui est particulièrement intéressant, poursuivit Gustave, c'est que vous avez saboté l'homme même que vous prétendez admirer. L'homme que vous suggériez d'aider à se libérer de l'emprise de sa femme incompétente. Vous n'essayez pas de l'aider à réaliser son potentiel, Madame Lockhart. Vous le détruisiez systématiquement pendant qu'il était distrait par vos flatteries. » Max se tourna vers Vanessa, le visage marqué par la trahison. Gustave reporta son attention sur Max. « Vous voyez donc, Monsieur Sutherland, que vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes actuellement qu'un avocat junior sans actif, sans partenariat, sans propriété et très probablement sans carrière une fois que le barreau aura appris comment vous avez été compromis par l'espionnage de votre collègue. Haley, je t'en prie. » La voix de Max se brisa. Il se releva en titubant et tendit la main vers elle. « Je ne savais rien de tout cela à ton sujet. À propos de Vanessa, à propos du cabinet, si j'avais su qu'aurais-tu fait? » La voix de Haley trancha ses supplications comme une lame dans de la soie. Elle s'avança et son attitude changea complètement. Elle redressa le dos et leva le menton. L'attitude hésitante et apologétique qu'elle avait affichée pendant 3 ans disparut. Tu m'aurais traité avec respect, tu aurais valorisé mes opinions, tu m'aurais posé des questions sur ma vie. La transformation était saisissante. La femme qui parlait maintenant dominait la pièce avec une autorité naturelle. Tu n'avais pas besoin de savoir que j'étais une princesse pour me traiter comme un être humain, Max. Tu n'avais pas besoin de connaître mon éducation ni pour éviter de te moquer de mon intelligence en public. Tu n'avais pas besoin de connaître ma fortune pour t'abstenir de me traiter de simple d'esprit devant 300 personnes. Sa voix avait l'accent raffiné de l'aristocratie européenne. Rien à voir avec le ton doux et incertain qu'elle avait utilisé pendant 3 ans. Tu avais besoin d'un minimum de décence humaine. C'est tout. Et tu n'as même pas réussi à faire ça. Max pleurait maintenant, les larmes coulant sur son visage. « Je t'aime. S'il te plaît, on peut arranger ça. » « Non, Max. » La voix de Haley était douce mais catégorique. « Tu aimais ce que tu pensais posséder. Une fille calme et simple qui te faisait te sentir important. Cette personne n'a jamais existé. Je te testais. Je testais si tu pouvais m'aimer, vraiment m'aimer, quand tu pensais que je n'avais rien d'autre à t'offrir que moi-même. Tu as échoué de manière spectaculaire. » Elle se tourna vers Vanessa, qui se tenait figée entre les gardes suédois. « Et toi, tu pensais que la cruauté était un pouvoir. Tu pensais que rabaisser les autres femmes te mettrait en valeur. Tu confondais ambition et éthique, et cruauté et force. Tu vas maintenant avoir des années pour reconsidérer ces choix. » Haley regarda son père. « Je suis prête à rentrer à la maison maintenant. » Gustave lui offrit son bras. Elle le prit, posant sa main sur sa manche avec la grâce acquise par quelqu'un qui a grandi dans le protocole royal. Ils se dirigèrent vers les portes, Haley affichant une prestance royale et inébranlable. Derrière eux, Max s'effondra complètement, ses sanglots résonnant dans le hall silencieux. Vanessa resta immobile, le visage figé d'horreur alors que tout son avenir s'écroulait. La foule s'écarta silencieusement,
tandis que la princesse héritière Hailey Gustava Bernardo de Suède quittait le bâtiment, laissant derrière elle les ruines de 2 personnes qu'il avait sous-estimées de manière catastrophique. Les portes restèrent ouvertes, encadrant Hailey et son père dans l'entrée. Mais au lieu de partir immédiatement, Hailey s'arrêta. Elle se retourna pour faire face à la foule. Et à ce moment-là, 300 personnes furent témoins d'une métamorphose complète. La posture voûtée qu'elle avait cultivée pendant 3 ans avait disparu. Ses épaules se redressèrent, sa colonne vertébrale s'allongea jusqu'à ce qu'elle se tienne debout de toute sa hauteur. Son menton se leva avec l'assurance de quelqu'un qui avait assisté à des dîners d'État depuis son enfance. Même son expression changea, l'incertitude disparaissant, remplacée par une autorité calme qui rayonnait d'elle comme de la chaleur. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix emplit la salle sans effort. Chaque mot était articulé avec précision, avec la diction de quelqu'un qui a été formé à s'exprimer en public. Je voudrais dire quelque chose avant de partir, car je pense qu'il est important de comprendre exactement ce qui s'est passé ici ce soir. Max la regarda depuis l'endroit où il était assis, recroquevillé sur la scène, l'espoir vacillant pathétiquement sur son visage baigné de larmes. « Il y a 3 ans, j'ai fait un choix, » poursuivit Hailey, s'adressant désormais à toute la salle. « J'ai choisi d'épouser un homme qui ne savait rien de moi, sauf ce qu'il pouvait voir. Une jeune femme travaillant pour une œuvre caritative, agréable à regarder, d'humeur agréable. Il m'a courtisé avec intensité, comme le font les hommes lorsqu'ils veulent quelque chose. Mais il ne m'a jamais posé de questions sur mes rêves, mon éducation, ma famille, ou ce que je voulais dans la vie. Il a simplement décidé qui j'étais, et cela lui suffisait. » Elle retourna lentement vers la scène, ses mouvements fluides et contrôlés. Je me demandais s'il était possible que quelqu'un m'aime vraiment, sans connaître mon titre, ma fortune, mes relations. Je lui ai donc donné 3 ans pour découvrir qui j'étais vraiment. 3 ans pour montrer de la curiosité envers sa propre femme. 3 ans pour me poser les questions les plus élémentaires sur moi-même. J'ai trouvé Max. Tu ne m'as jamais rien demandé, pas une seule fois. Tu m'as dit quoi porter, quoi dire, où me tenir. Tu as critiqué ma cuisine, mon apparence, mon intelligence. Tu as amené ta collègue chez nous et tu as ri avec elle de ma simplicité. Tu as construit tout ton mariage sur l'hypothèse que j'étais trop naïve pour remarquer, trop ennuyeuse pour m'en soucier, trop insignifiante pour avoir de l'importance. Je ne voulais pas dire ça, a commencé Max. Si tu le voulais. L'interruption de Hailey était chirurgicale. Tu pensais chaque mot, chaque commentaire dédaigneux, chaque humiliation publique, chaque moment où tu as préféré la compagnie de Vanessa à la mienne. Tu pensais tout cela parce que tu croyais fondamentalement que j'étais inférieur à toi, pas moins instruite. Tu ne connaissais pas mon niveau d'études, pas moins capable. Tu n'as jamais pris la peine de découvrir mes capacités. Tu croyais que j'étais inférieur à toi parce que je ne faisais pas preuve de l'ambition agressive que tu trouvais précieuse. Elle se tourna à nouveau vers la foule. C'est la différence entre l'amour et la possession. L'amour cherche à connaître, l'amour pose des questions, l'amour valorise les pensées, les rêves, les peurs et les espoirs de l'autre. La possession exige seulement le contrôle. Son regard balaya l'auditoire silencieux. Max ne voulait pas d'une épouse. Il voulait un objet qui souriait quand il avait de la visite. Plusieurs femmes dans la foule acquiescèrent presque inconsciemment. L'attention de Hailey se porta sur Vanessa, qui se tenait raide entre les gardes, sa robe émeraude paraissant soudainement criarde sous les projecteurs. « Quant à vous, mademoiselle Lockhart, vous avez construit votre identité en étant plus vive, plus dure, plus impitoyable que tous ceux qui vous entouraient. Vous avez confondu la gentillesse des autres avec de la faiblesse. Vous avez confondu la cruauté avec la force. » Vanessa serra les mâchoires, mais ne dit rien. « Vous m'avez vu rester silencieuse et avez décidé que j'étais stupide. Vous m'avez vu me montrer accommodante et avez décidé que je n'avais aucune valeur. Vous n'avez jamais envisagé que le silence pouvait être stratégique, que l'observation pouvait être puissante, que la gentillesse pouvait être un choix plutôt qu'une limitation. » La voix de Hailey restait calme, presque douce, ce qui rendait ses paroles d'autant plus blessantes. La vraie force ne nécessite pas de rabaisser les autres. La vraie confiance en soi n'a pas besoin d'humilier les autres pour se sentir en sécurité. Tu as trahi un collègue qui te faisait confiance, saboté un homme que tu prétendais respecter et détruit ta propre carrière parce que tu ne pouvais pas voir au-delà de ton ambition
pour reconnaître que tu te trouvais sur des sables mouvants. Le visage de Vanessa s'est effondré. Une seule larme coula sur sa joue, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Haley se retourna vers son père, son expression s'adoucissant lorsqu'elle le regarda. Les yeux de Gustave reflétaient à la fois de la fierté et du soulagement. « Je suis prête maintenant », dit-elle doucement, en suédois. Gustave répondit dans la même langue, d'une voix chaleureuse. « Bienvenue à la maison, ma fille. » Il lui offrit à nouveau son bras. Cette fois, lorsque Haley le prit, elle marcha avec l'allure indéniable de la royauté, mesurée, gracieuse, totalement sûre d'elle. Ils se dirigèrent ensemble vers les portes, les gardes suédois se mettant en formation autour d'eux. La foule resta figée, les 300 personnes les plus influentes de Boston se tenant dans un silence absolu, tandis qu'elles regardaient une femme qu'elles avaient jugée insignifiante se révéler comme quelqu'un qui avait possédé leur monde entier sans qu'aucun d'entre eux ne le sache. Charles Finnegan commença à applaudir. Lentement, d'autres se joignirent à lui. Le bruit s'amplifia jusqu'à remplir la salle. Ce n'était pas un applaudissement poli par obligation sociale, mais une reconnaissance sincère de ce dont il venait d'être témoin. Haley n'y prêta pas attention. Elle quitta simplement le bâtiment McKim au bras de son père, laissant derrière elle un mari qui avait tout perdu et une collègue qui s'était détruite. Derrière eux, Max restait effondré sur la scène, fixant ses mains vides où se trouvait encore le prix quelques minutes auparavant. Vanessa restait immobile, son avenir se dissolvant autour d'elle comme du sucre et de la pluie. Les portes se refermèrent derrière la délégation suédoise avec un dernier clic discret. Dans la salle, quelqu'un murmura « Est-ce que cela vient vraiment de se passer ?» Margaret Chun, qui avait ignoré Haley près de la fontaine à champagne un peu plus tôt, se tenait la main sur la bouche, le visage pâle. « Nous venons tous d'en être témoins. Elle possédait toute l'entreprise, murmura quelqu'un d'autre. Tout le temps, elle possédait tout, corrigea Charles Finnegan à voix basse. Nous étions tous trop aveugles pour le voir. 6 mois plus tard, la princesse héritière Haley Gustava Bernadotte se tenait à la tribune du Grand Hall du Palais Royal de Stockholm pour s'adresser au sommet international sur le développement économique. 200 délégués de 47 pays l'écoutaient exposer sa proposition de restructuration de la dette prédatrice des entreprises dans les pays en développement. Elle s'exprima d'abord en anglais, puis passa sans transition au français pour la délégation africaine, puis à l'espagnol pour les représentants latino-américains. Sa présentation était précise, exhaustive et étayée par les données issues de ces années passées à gérer les investissements mondiaux du Bernadotte Trust. À la fin de son discours, les applaudissements furent immédiats et soutenus. Le ministre norvégien des Finances s'approcha d'elle après coup, le regard empreint d'un respect sincère. « Votre Altesse, ce cadre pourrait véritablement changer notre approche des prêts internationaux. Avez-vous envisagé de le présenter au Comité Nobel d'économie ?» Haley a souri. « Ils ont déjà demandé un dossier complet. Je les rencontrerai le mois prochain. » Le sommet fut un triomphe. La proposition qu'elle avait mis 6 mois à élaborer allait avoir un impact sur des millions de vies à travers 3 continents. Les médias du monde entier couvrirent son travail et les décideurs politiques mettaient déjà en œuvre ses recommandations. Elle était rentrée en Suède le soir du gala et n'avait pas regardé en arrière. Son père l'avait accueillie à bras ouverts et en quelques semaines, elle avait repris ses fonctions officielles. Le peuple suédois, qui avait à peine remarqué son existence pendant ces 3 années d'absence, la voyait désormais lors de dîners officiels, de réceptions diplomatiques et de conférences économiques. Elle ne se cachait plus. Des nouvelles de Boston lui parvenaient parfois par l'intermédiaire de Charles Finnegan, qui avait pris la direction de Weston & Hale et mettait en œuvre des réformes radicales de la culture et des pratiques de l'entreprise. Max avait quitté le Massachusetts. Selon Charles, il avait déménagé dans le Montana et occupait un poste d'avocat commis d'office dans une petite ville près du parc national de Glacier. Le travail était épuisant, le salaire minime et les clients étaient des personnes que la société avait largement oubliées. C'était tout le contraire de son ancienne vie, où il défendait de riches entreprises. Charles avait entendu dire par ses relations que Max était compétent mais discret, apparemment humilié par la destruction totale de tout ce qu'il avait construit. La chute de Vanessa avait été encore plus spectaculaire. Le barreau du Massachusetts l'avait radié dans les 2 mois qui avaient suivi le gala. Les preuves d'espionnage industriel étaient accablantes,
Et Kellerman et Price avaient immédiatement pris leur distance avec elle, et affirmant qu'ils ne lui avaient jamais fait d'offre et qu'ils n'avaient répondu à ses appels que par courtoisie professionnelle. 3 mois plus tard, elle avait publié un mémoire intitulé Le prix de l'ambition, Comment j'ai détruit ma carrière par cruauté. Il se vendait assez bien dans la section développement personnel, présenté comme un récit édifiant sur les dangers de sacrifier son éthique au profit du succès. Haley avait reçu un exemplaire en avant-première accompagné d'une note manuscrite. « Je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Tu méritais mieux. J'espère qu'un jour je pourrai devenir quelqu'un qui mérite le pardon. » Haley n'avait pas répondu, mais elle n'avait pas non plus jeté le livre. Son téléphone vibra alors qu'elle quittait la réception du sommet. C'était un SMS de sa sœur Christina. « Il y a un diplomate norvégien ici pour le dîner d'État de ce soir. Erik Johansson, attaché culturel, très beau, très gentil. Il m'a posé 17 questions sur mes recherches en biologie marine. 17. Dois-je le placer à côté de toi? » Haley sourit à l'écran. « Seulement s'il me pose aussi des questions. Il m'a déjà interrogé sur le travail de mon père dans le domaine du développement économique. Il voulait tout savoir sur ta formation et ton parcours. Je pense qu'il te plaira. » Ce soir-là, Haley s'assit à côté d'Erik Johansson au dîner. Il était effectivement beau, avec ses cheveux blonds, ses yeux bruns chaleureux et son sourire facile. Mais ce qui l'a le plus frappé, c'est sa curiosité sincère. Il lui a posé des questions sur ses années à Uppsala, son travail avec le Bernadotte Trust, ses réflexions sur la coopération nordique. Il a écouté ses réponses avec une attention soutenue et posé des questions complémentaires, a voulu comprendre non seulement ce qu'elle faisait, mais aussi pourquoi cela était important pour elle. « J'ai lu votre proposition sur la restructuration de la dette », a-t-il dit alors que le dessert était servi. La partie sur la protection des services sociaux pendant les transitions économiques était brillante. Comment avez-vous développé ce cadre? Haley sentit quelque chose de chaud fleurir dans sa poitrine. Un homme qui posait des questions, qui voulait savoir. « J'ai passé 3 ans aux États-Unis, dit-elle prudemment, à apprendre ce qui se passe lorsque les gens ne sont appréciés que pour ce que les autres peuvent voir en surface. Cette expérience m'a appris à regarder plus loin, à poser des questions, à ne jamais présumer que je connais toute l'histoire d'une personne. » Erik acquiesça pensivement. « Cela a dû être difficile. » « Oui, mais cela m'a appris quelque chose d'important. » Haley croisa son regard. « Cela m'a appris que ma voix compte, que le silence ne signifie pas l'impuissance, et que toute personne qui vous apprécie vraiment voudra savoir qui vous êtes vraiment. »« J'aimerais savoir qui vous êtes vraiment, » dit simplement Erik, « si vous êtes prête à vous confier. » Haley sourit. « Pose-moi des questions et j'y répondrai. » Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment comprise. L'histoire de Haley nous enseigne que notre valeur est inhérente et immuable. Elle ne diminue pas parce que les autres ne la reconnaissent pas. Le véritable amour exige de la curiosité et du respect. Max n'a jamais posé de questions à Haley parce qu'il se contentait de ses suppositions sur qui elle était. Le caractère se révèle le plus clairement dans la manière dont les gens traitent ceux qu'ils perçoivent comme impuissants. La cruauté de Max envers Haley a montré sa vraie nature bien plus que son charme lors d'événements professionnels n'aurait jamais pu le faire. L'humiliation publique est un abus, quel que soit le contexte ou la justification, et aucune relation ne devrait la tolérer. Il existe une différence cruciale entre le silence stratégique, qui consiste à observer et à recueillir des informations, et le silence nuisible, qui permet les mauvais traitements. Si l'épreuve de 3 ans subie par Haley était extrême, le principe reste valable. Observez comment les gens vous traitent avant de vous engager de manière permanente. Nous enseignons aux gens comment nous traiter à travers les limites que nous établissons et appliquons. Enfin, les suppositions sont dangereuses. Nous devons aborder les gens avec une curiosité sincère plutôt que de décider qui ils sont sur la base d'impressions superficielles. La leçon la plus importante est la suivante. Ne sous-estimez jamais les personnes discrètes. Le silence peut masquer l'observation. La gentillesse peut dissimuler la force, et la personne que vous considérez comme insignifiante pourrait bien être celle qui détient tout le pouvoir. La voix de Haley a toujours eu de l'importance. Elle a simplement attendu le bon moment pour l'utiliser. Quelle leçon vous a le plus marqué? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a rappelé que la force tranquille est une véritable force, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que le karma ne pardonne jamais.
D'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le nous savoir. Non. Acts. J'ai 30... Ah, j'ai augmenté mon pourcentage. Je suis à 36% de win rate. Hein. J'ai 13 wins et 23 loses. Bon. Bon. On est en attaque. Bon, on a 3 duelistes en attaque, ça devrait le faire, non? Ensuite, j'ai commencé à jouer de Chamber. Ouais, mais moi, j'ai fait des MVP sur Breeze. Juste la map, elle est pas winnable. Que tu fasses des MVP ou pas, moi, je ne gagne pas. Hein. Moi, j'aime bien la map, mais je ne gagne pas, genre. Et là, tu vois, ils veulent aller où? Je smoke quoi? On va double door? Ok, on va double door. Parce que je sais pas trop où on va. Je vais essayer de deviner dans leur tête. J'imagine qu'on va double door. J'imagine, hein. Je sais pas trop, mais je ne peux que imaginer de toute façon. Je ne peux que deviner ce qui se passe dans la tête de mes alliés, quoi. Parce que je me dirais rien, donc... Merci pour les follow, Ama, merci Marie, merci Ryu, comment vous allez? Je suis un... de se cacher, mais après si tu joues comme un rat aussi... Ouais, je disais que toute l'histoire, elle s'est tournée contre K-Day, en mode ah mais elle, Tenz, il a fait ça pour elle, il a fait ça pour elle, il a tout fait, il a tout, il était là quand elle avait son cancer. Heureusement qu'il était là quand elle avait son cancer, frérot. S'il te plaît, heureusement, s'il te plaît. Hein? Oui, c'est sûr, mais c'est sûr, elle l'a trompé, c'est sûr, elle l'a trompé en fait. C'est une meuf, c'est sûr, elle l'a trompé, c'est obligé. Mais non, mais oui, il était en mode oh, Tenz, il est resté près d'elle, c'est vraiment un gars respectable. Il a fait ça, il a. Mais alors, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est le minimum en fait. En plus, il y a des vraies études qui ont été faites que beaucoup d'hommes quittent leurs femmes quand elles sont malades. Et les femmes, elles ont plus tendance à rester quand leur partenaire il est malade, tu vois. Des vraies études ont été faites, hein, genre vraiment. C'est souvent, la plupart du temps, c'est souvent les hommes qui quittent leurs femmes quand elles tombent malades. Et venez, on pique tout ça, un par un le. Mais ils sont 130. Ah, mais je te jure, cette map elle est unwinnable et personne ne parle. Personne ne parle, personne vécu. Ah ouais? Non. Y a un gars, le gars il t'a quitté parce que t'étais malade. T'avais Non, mais ça, je suis désolée, mais c'est. Bref. Moi, de toute façon, je sais pas ce qui se passe. Juste, moi, je me base juste sur les commentaires, évidemment. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, dans leur histoire du couple, je sais pas quoi. Je m'en fous. Juste, moi, juste, j'ai vu les commentaires. Je me suis dit, vas-y, c'est sûr, ça va se retourner contre la fille. Elle a rien demandé. C'est quoi la coqueluche? Alors, je suis désolée. Je vais peut-être paraître pour une meuf un peu qui vit dans une grotte. C'est quoi la coqueluche? Est-ce que je peux chercher ça sur Google? Après, peu importe. Hein. C'est juste pour ma... C'est juste pour ma... Voilà, 3 duelistes, on n'arrive pas à entrer. C'est rare. Hein. C'est rare la team. Hein. Je vais stun un peu là. Voilà. C'est bien. Et c'est bien. Et on a entré. Et la team. Ouais, on a entré. Dinguerie. Ouais, on est sur un site. No way. No way, quoi. On est sur un site, la team. Incroyable. Peut-être winnable au final, non? Ok, y'a personne qui flanque. Je vais jouer safe. Y en a un sur le pont, là. Mais je vais rien dire parce que j'ai l'impression que c'est des toxiques. Ok, laisse. Ok, mais de toute façon, peu importe la maladie. Ok, respiration. Putain, c'est horrible. Et aujourd'hui, ça va mieux, j'espère. J'espère que ça va mieux. Il a rompu. Mais il a rompu parce que... Il a rompu parce que... À cause de ta maladie? À 25. J'ai pas encore 25 ans. Mais ouais. Est-ce que c'est comment dire, c'est transmissible? Je veux dire, c'est comment dire? Ah, je sais pas parler. Est-ce que genre
Ça change rien au fait que c'est un connard qui était quitté pour ça, mais c'est un truc, ça se transmet. Ou comment ça apparaît en fait? Je vais smoke là, je sais pas trop comment. Rione. Oh mais vas-y frère, je peux rien faire. Спайк на миде. Поймала. Закрываю обзор. Остался А. один игрок. Остался один враг. S'il te plaît, tue-le, pitié. Ah ouais. Взяла Oh. спайк. Non, c'est vrai. Ouais, mais oui, bah je lui dirais que j'avais vu en plusieurs années. J'ai souhaité son excellent concert avec un ami, c'est vrai. C'était plus pareil parce que ça m'a dit ça 30 arrive. секунд. Oui, bah Scusi, bah oui, encore une fois. Ah, mais Scusi, il était là. Mais j'ai vu, mais le pire, c'est que j'ai vu. Scusi, il était là quand elle avait son cancer, machin, gna gna gna. Ce qui est derrière moi, personne. Il y a personne derrière moi. Mais c'est fou comment les gens, alors, je vais peut-être paraître pour une meuf un peu misandre et tout. Ah, mais dès qu'un homme fait un truc normal, c'est direct trop bien, genre. C'est direct le prince charmant sur son cheval blanc, alors que c'est un truc normal. Un homme qui fait le ménage, waouh, putain, incroyable. Un homme qui reste près de sa campagne quand elle a le cancer, oh, mais waouh, c'est incroyable, waouh. Un homme qui s'occupe de son enfant, mais non, mais c'est incroyable, alors que c'est juste la base. C'est le strict minimum en fait, c'est la base. Et j'ai remarqué qu'il y avait tout le temps ça autour des hommes dès qu'il fait un truc basique que les femmes elles font tous les jours. Oh, putain, mais quel homme, putain, homme à marier la team, homme à marier. Alors que c'est juste normal, genre, mais c'est une dinguerie comment la société, elle est. Vas-y, je veux juste en aucune fois apparaître pour men respect moment. Un gars qui se lave, putain, mais quel homme, c'est juste normal, genre. Oh là là, incroyable. J'en mets un deuxième comme ça, je pense. Je pense qu'il y a un monde où je mets une deuxième tête comme ça. Attendez. Bon, là, il n'y a plus de smoke, c'est moins stylé. C'est une bonne ouais, en vrai, ça va, se laver. Y a pas tout le monde qui le fait, en vrai. Hein. Oh, boy. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Hein. Un homme qui se coupe les ongles. No way. Incroyable. Putain, c'est fou ça. Se laver, c'est dur. Vraie question, vous lavez combien de fois par semaine, genre? C'est quoi? Ou, enfin, peut-être par jour si vous lavez plusieurs fois par jour. Vous lavez combien de fois une fois par quoi? Par an? Une fois tous les 10 ans? 5 à 7 fois? 7 par jour? Une fois par jour? 7 fois par jour? Par semaine? Attends, 7 fois par quoi? Parce que c'est important le. 7 fois par an, après, c'est pas fou. Hein. Je peux avoir une boîte de Ferrero Rocher. Dans la France de Macron, Ferrero Rocher, c'est un peu cher. Hein. Dans la France de Macron, j'ai la vision. J'ai le gourmand, j'ai la vision. Je sais pas. Dans la France de Macron, t'as capté. Un gars. Non, 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 non. Non, 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 non. Ouah, il y a trop de trucs partout. Il y a trop de trucs partout. On folie. Nice. Oh là là, on est trop fort. Yeah, well played. Oh là là, on est trop fort. 7 fois par semaine, donc une fois par jour. C'est vrai. Est-ce que vous me direz que je suis sale? Yeah. Hello. Ah, get. Abou Bakar. Est-ce Ouais, que on vous me trouverez Let's go in. sale si je vous Eh? dis? Let's go away. Est-ce que je Let's dois go vraiment in. le dire? انت القلب. En fait,
Alors, c'est pas ce que vous croyez, mais يا جميلات. c'est vrai que. Attendez, je me focus sur le round 2. C'est vrai que. Je sais pas trop comment ult. Je ult comme ça. Je sais pas trop comment ult. Je sais pas si mon ult est opti. Je crois pas en vrai. Je crois que c'est un peu un ult de merde en vrai. Bon bah, j'ai eu un kill. Arrêtez. Остался один En vrai, je me lave pas tous les jours, genre. Ah, Flank. putain, mais ça, c'est le karma, ça. Nice. En fait, peut-être parce que le seul exercice physique que je fais, c'est de faire 2 pas de mon lit jusqu'à ma chaise. Parce que ouais, en fait, je sors pas de chez moi. Je sors pas. En fait, je sors pas. Je fais un pas, c'est lit, chaise. Tu vois? C'est pas comme si j'allais travailler. Avant, quand je travaillais, eh ben, je me douchais tous les soirs, tu vois? Parce que j'allais dehors. Mais je me lave pas tous les jours. Je me lave pas. Enfin, alors. Il y a. Attendez, parce que je crois que j'ai oublié de préciser un truc. Il y a une différence entre laver et laver. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je me rince. Careful setup. Je me rince parce que. Partie intime, tout ça, je trouve ça très important. Genre, se rincer à l'eau, vite fait. Je le fais tous les soirs, tu vois.